Bonjour, je m'appelle Claire-Lise Eminet et je suis conteuse à Baie-Saint-Paul. Et je fais partie de l'équipe organisatrice des Conteries de Charlevoix depuis déjà quelques années. Et cet après-midi, nous allons recevoir, entre autres, Maxime Plamondon, qui va conter la chasse-galerie de la capitale. Maxime est de Stoneham. Donc, je vous présente Maxime Plamondon. Bonjour Claire-Lise, on se connaît Nous, bien. on s'est rencontrés au Cercle des Conteurs de Oui. Québec. Mais je voudrais savoir, toi, comment tu as rencontré le conte? Ah, ça a été une rencontre non planifiée il y a de nombreuses années de ça. En fait, je compte depuis que je suis tout petit. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais à la garderie, puis que les jeunes étaient trop tannants. Les éducatrices m'avaient acheté une chaise berçante en bois, puis ils me plantaient sa chaise berçante, ils rassemblaient les jeunes autour de moi, puis ils disaient conte. Alors, ça a commencé comme ça. J'ai toujours eu un mâche-patate assez efficace. Donc, j'ai toujours raconté des histoires comme ça. Puis ça m'a suivi comme passe-temps pendant plusieurs années. Puis j'ai eu mon premier contrat professionnel comme conteur il y a 3 ans de ça. Donc, depuis ce temps-là, je poursuis. Puis tu as poursuivi assez élégamment, puisque l'année dernière, tu es parti en France pour représenter. Ah, vas-y, dis-nous Oui, ben en fait, ça. j'étais le conteur officiel du Québec au Jeu de la francophonie de Nice. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs conteurs, 20 conteurs en fait de différents pays de la francophonie, des conteurs africains, des conteurs de l'Europe ou également nord-américains aussi. Du Canada. Donc, ça a été une expérience super enrichissante. Franchement, premier voyage de ma vie, le plus beau, vous allez me dire c'est le seul, mais c'est quand même un super voyage que j'ai fait. Et ça m'a énormément inspiré également pour la suite des choses. Ça a été une très belle Est-ce que expérience. tu penses que plus tard, parce que là, tu es évidemment très jeune, mais est-ce que plus tard, tu penses que tu vas faire carrière dans le conte? Le mot carrière étant un peu étrange à lier à conteur, mais Ben, je ne sais pas si on peut vraiment faire carrière dans le conte si on s'appelle, quand on s'appelle pas Fred Pellerin, naturellement. Cela dit, j'aspire à continuer de raconter parce qu'au-delà du fait de compter, d'avoir des contrats puis tout ça, il y a le partage qui est là-dedans. Il y a le fait de communiquer. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment primordial pour moi, ce partage, cette communication. Le conte me permet de le faire tout autant que l'écriture, que l'animation, que le théâtre, des disciplines artistiques que je pratique de manière régulière. Donc, c'est certain que je vais continuer de compter. Si je peux en faire carrière, ben pourquoi pas, si l'occasion se présente. Sinon, j'en serai pas plus fâché au final. tu vas trouver ton chemin là-dedans. Donc je Certainement. comprends que ta raison d'être dans ce monde-là, c'est le partage. Est-ce que Oui. les choses que tu aimes partager sont des contes déjà écrits par d'autres ou c'est des choses que tu écris? C'est de la création principalement. J'ai repris des contes traditionnels. Ce que je vais faire cet après-midi, c'est un conte de chasse-galerie que je me suis approprié, que j'ai mis dans un contexte un peu plus contemporain. Mais généralement, j'écris des contes que je crée moi-même naturellement. J'ai écrit mes propres contes, je crée mes propres contes, qui sont des contes contemporains, des contes de science-fiction, des contes de fin du monde aussi parfois. Donc, je suis vraiment dans un univers qui est un petit peu plus loin de ce qu'on voit habituellement chez les conteurs plus traditionnels. Et est-ce que tu penses que le rire doit être toujours présent? Parce que je t'ai déjà entendu raconter et des fois on rit bien. Mais est-ce Oui. que ça doit être systématique ou bien tu penses que c'est des Ben, occasions? moi, j'utilise une maxime des Grecs anciens, des grands philosophes grecs qui disaient usez mais n'abusez pas. Alors, moi, je me base là-dessus pour. C'est comme toute chose, on peut rire dans un spectacle de conte, c'est super, mais quand tu es rendu tanné de rire, c'est ennuyeux. Cela dit, c'est un très bon procédé de scène, le rire. Moi, j'essaie de ne pas en abuser. Comme j'essaie de ne pas abuser du drame non plus ou d'autres types de procédés. Donc, c'est vraiment de doser toutes ces choses-là. Moi, je ne suis pas un humoriste, puis j'essaierai pas d'être un humoriste parce que je ne me considère pas comme étant une personne drôle à ce point. Cela dit, s'il y a des conteurs qui trouvent leur plaisir là-dedans, qui ont du plaisir à partager en étant drôle, en étant toujours drôle, qu'ils y aient. Moi, ce n'est pas le chemin que j'emploie, mais j'ai aucun problème avec ceux qui le font. Donc, quand on parlait de personnages mythiques dans le conte Oui, traditionnel que tu vas nous présenter tout à l'heure, donc qui est une oui, adaptation, oui. est-ce que tu peux sortir de ce groupe de personnes qui sont Mhm, engagées dans cette chasse-galerie mhm. le personnage mythique que tu as envie de nous faire partager? Euh, J'aurais envie de dire le diable, mais c'est pas le diable en lui-même, parce que moi je crois que le diable il est mort en 1960 quand le frère Untel lui a balancé ses insolences par la tête. Alors j'ose croire que il y a quelqu'un qui rit dans le public en arrière. J'ose croire que le diable est mort à ce moment-là, mais
les enfers ne sont pas éteints pour autant. Il y a de la relève en bas et c'est toute cette relève-là que je vais essayer de faire sortir. Le diable a eu des enfants et on va en parler, un petit peu, je crois. Merci beaucoup, Maxime. Ça À tout m'a à fait l'heure. plaisir, Claire-Lise. Je décide de remettre mon chapeau parce qu'il faut que je m'en aille. Hein? Fait que je remets mon chapeau magique. Et en remettant mon chapeau magique, j'entends comme une voix, comme des mots, comme des verbes, comme des adverbes, comme des phrases pleines de mots dans le Nord, dans le Grand Nord, Stoneham. Un demi-coup d'aile me v'là rendu là. Et là, je vois une université imaginaire, où qu'en avant de l'université, il y a le seul et unique diplômé qui est là, qui est en train de verbaliser un conte avec plein de mots, à ne plus finir à des gens qui sont là à l'écouter imaginairement. Je vais le voir. Je lui dis, ça te tenterait-tu de venir nous raconter une histoire? Il dit, pas de problème. Et je vais aller te raconter une histoire de chasse-galerie moderne, contemporaine. Voici Maxime Plamondon. Là, j'ai étudié dans une université en Boiron. Il y en a une par film. Ah, d'accord, on n'est pas là pour se conter des histoires après-midi, hein? Y en a-tu parmi vous qui avez vécu un peu les années 60? C'est quelque chose de l'année 1960 en particulier. Avez-vous connu Jean-Paul Desbiens? Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Le frère Untel qui s'appelait et tout. Lui, c'est un type bien spécial, un religieux hors norme. Puis à un moment donné, il a écrit des insolences. Il n'était pas fin là-dedans. Les insolences du frère Untel. Ça c'est ce qui a parti, entre guillemets, la révolution tranquille, ici au Québec. Là-dedans, mes amis, on dénonçait tout ce qui pouvait se dénoncer de culture traditionnelle, de savoir populaire. Le joual, la fameuse langue québécoise, le joual qui était une langue malpropre, qui était une langue sale, la langue désossée d'un peuple servile, comme lui-même l'écrivait dans ce livre-là. Ben ça, c'est ces insolences. Là. Ça, vous ne l'avez pas vu, la première maquette, c'est un livre en fer forgé, bien lourd puis bien pesant. Et tu prends ça en 1960 et tu garoches ça dans les airs. Puis ça atterrit, ça tombe d'un trou, d'un puits, puis ça vient tomber sur la tête du yob. Puis le yob, hémorragie interne, fracture cérébrale, il ne s'est pas relevé. Il est mort. Ça, si vous ne me croyez pas que le yob est mort en 1960, vous avez beau. Mais après ça, on n'a plus entendu parler du yob. On a arrêté d'en parler, on a arrêté d'avoir peur de lui. Nos enfants ont arrêté d'être élevés dans la crainte des affaires des enfers. Le yob est mort. Bon, le bonhomme 7 heures, ça, c'est un imposteur. Ça. Il vient des vieux pays. Le yob est mort en 1960. On a arrêté d'en parler. Mais moi, je pense, ici cet après-midi, que c'est pas parce que le yob est mort que les enfers ont arrêté de chauffer. Il y a encore quelque chose qui bouille en dedans, il y a de la relève diabolique dans le fin fond du sous-sol. Puis je vais vous le prouver à part de ça. Parce que j'ai un de mes amis qui a vécu une histoire il y a 3 ans de ça. Pas 3 ans, 4 ans. Pas 4 ans, 5, 6, 6 ans. L'hiver 2008. Vous en rappelez-vous? 400 cm de neige, ça n'arrêtait plus de neiger. On s'est tous fait au moins 300 livres de muscle de bras à temps pelleté tout l'hiver. Vous êtes déjà allé à Québec? La majorité. Stoneham. T'as de belles places, hein? À Québec, on a un système de transport en commun. On a ce qu'on appelle le RTC, le réseau de transport de la capitale. C'est tellement efficace que ça te prend 1 heure faire un bout à l'autre de la ville. Moderne. En 2008, fin janvier, tempête du yob, on ne voyait pas à 2 mètres en avant, il n'y avait jamais... La pire de toute l'année. Ben, il y en a qui disent, par ce soir de tempête du mois de janvier, qui ont vu, dans le ciel de Québec, une fois la noirceur tombée, un autobus du RTC, dans une boule de flamme rouge, toi, partir d'un bout à l'autre de la ville, se promener, une comète téléguidée, toi, qui se promenait. Vous ne me croyez pas, hein? Non, hein?
Ben, prends ton téléphone intelligent, là, va sur Google, ça lui, Google, c'est un russe, il sait tout. Va sur Radio-Canada ou sur TVA, eux autres sont pas pires pour ça. Va googler boule de feu, ciel, Québec 2008. Tu vas voir des photos dans le ciel, tu vas voir une image. Je te compte pas de menterie. Mon ami, moi, on dit, voyons, ça se peut pas une affaire de même, j'ai un autobus de même. Il y en a qui disent que c'est un écolobus qui a pris en feu dans le cours de la montagne, qui a explosé. J'étais pas là. Mon ami était là, m'a dit, Max, moi j'étais là, m'a te la conté l'histoire. Ça commence à 4h30 de l'après-midi, c'est un express, gros autobus jaune qui descend du nord. Ça s'en va porter du monde dans la ville de Québec, plein de monde. Un autobus en hiver, là, quand c'est plein, c'est plein. Le monde avec les gros sous. T'arrives à 4 heures, ça descend de travailler en ville. Ça sent drôle, des fois, d'un autobus. Les gens en hiver, dans le sous, ils pensent que c'est un scaphandre qu'ils peuvent péter tranquille. C'est pas étanche. OK? Ça ressort pareil, un petit peu. Ça fait que tu te rends compte qu'il y a du monde. Puis il y a toutes sortes de monde. Il y a des femmes qui vont chercher leurs enfants à garderie. Là, ils vont être en retard. L'autobus stallé sur Laurentien pendant 45 minutes. Ça avance pas, cette affaire-là. Des vieux monsieur, des vieilles madames qui reviennent de Fleur de Lys faire leur commission. 50 000 sacs, ils sont blindés de sacs aux alentours. Ça jase entre eux autres. Des jeunes qui reviennent du cégep, des écoles secondaires, eux autres. Les bords de requin-bain, les écouteurs sur les oreilles. Eux autres, ils suivent le beat de l'autobus. Tu sais, t'es dans un banc de neige, là, ça swing de même, puis là, ça part. Ça ne gêne pas. Puis mon ami, lui, il était assis sur le devant de l'autobus. Tu sais, quand t'arrives, tu rentres par la porte, t'as un banc solitaire qui est juste en avant, à côté, fait qu'il se soit là. Puis ça, t'as un beau panorama sur tout ce qui se passe dans les 180 premiers degrés de l'autobus. Donc, ce qui se passe vers en arrière, puis le chauffeur. Puis entre vous et moi, là, le chauffeur de cet autobus-là, là, je ne l'ai jamais vu, là. 400 livres. Jambon. Enveloppé dans son manteau d'hiver. Il l'a appelé Gros Jambon. Il m'avait dû entendre parler de celui-là et tout, Gros Jambon. Alors, il est assis en avant. Puis les chauffeurs d'autobus sont quand même bien traités. On ne se le cache pas, c'est dur. Chauffer un autobus. Alors lui, beau manteau d'hiver, qui enveloppe sa corporance, beau manteau chaud, doublé, puis ça a des poches, cette affaire-là. Pour mettre ton stock, ton set de clés là-dedans, puis tout ce qu'il faut. Ben, Gros Jambon, dans le dedans de son manteau, côté cœur, il y avait une poche. Il allait chercher, dans la poche de son manteau, un flasque. En fait, c'était pas vraiment un flasque, c'était un 45 gallons. C'est proportionnel au gars. Une canisse de lave-glace qu'il avait lavé. C'était pas du Dr Pepper qu'il y avait là-dedans. On s'entend, du gros caribou solide. Il se rinçait le gorgoton. Lui, il y avait une amygdalite, c'est pour ça. Alors, il prenait un coup. Puis pas la petite tasse. Puis là, le temps passe, 45 minutes, stallé, la neige, on voit pas à 3 mètres en dehors. La neige, ça se passe. Puis le chauffeur boit. À un moment donné, le char dans l'avant avance. Ah, ben, je manquerai pas ma chance. Pile sur le gaz. Il manque de guy rentrer dans le derrière en avant. Là, il est pas fin. Là, c'est un autre 45 minutes qu'ils vont attendre. Fait qu'il commence à se plaindre. La moutarde qui monte dans le nez, puis d'autres choses, tranquillement, pas vite. Il est en train de se ressortir le gin par les trous de nez, toi. Les gens en arrière commencent à s'impatienter. À un moment donné, le chauffeur, là, ça va faire. Met le break, se lève, puis 400 livres. Là, je sais bien que je fais pas le personnage, là. 400 livres qui se déplacent entre deux bords de requin-bain. Là, les gens, ben voyons donc, il est sous. Ça n'a pas d'allure. T'sais, dans la vie, tu as des modèles. T'sais, dans la société, tu as des modèles que tu te fixes dessus pour te comporter. Tu as les politiciens, tu as les gens de la construction, tu as les chauffeurs du RTC. Je veux dire, tu t'imagines pas un chauffeur du RTC sous, en train de fumer un joint dans l'autobus, ça marche pas. Il était sous devant eux autres, en pleine tempête, à 5h moins quart d'après-midi. Ça fait que là, le monde sort le cellulaire, dégaine le cellulaire, appelle la police, essaye de le faire sortir du chemin, essaye d'appeler au central du RTC pour se plaindre. Il neigeait tellement, je vous jure, il neigeait tellement fort, les grains de neige étaient tellement collés dans le ciel que les ondes cellulaires passaient pas au travers. Je vous jure, c'est vrai, ça va voir sur ta compagnie de Motorola, il va te le dire, c'est écrit dans ton contrat. S'il neige trop, t'as pas de service. Oublie ça. Les gens étaient jamais dans l'autobus.
Puis gros jambon qui est là en avant. Hey, hey, je sais pas, vous autres, là. Moi, je commence à être pas mal tanné par mon temps ici, dans le trafic, là. Ça vous tenterait pas qu'on accélère un petit brin la cadence, tu sais? Non. Le monde sont surpris un petit peu. Il y a une espèce de grand jack. Tu sais, le jeune, là, qui a des culottes courtes à moins 25, c'est un jacket de football, du choc de poêle un petit peu. Il dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Il sort, le chauffeur sort de sa poche son grand cartable de chauffeur d'autobus. Il dit on va courir la chasse-galerie! Parce que il y a peut-être des chauffeurs ou d'anciens chauffeurs d'autobus du RTC ou d'autres services de transport dans la salle. Sauf votre respect, j'ai rien contre vous autres, là, je vous aime beaucoup, vous me transportez à tous les jours. Les chauffeurs du RTC, spécialement, ont toujours un gros cartable avec eux autres. Gros cartable en styrofoam noir. Puis ça, là-dedans, il y a toutes les instructions au cas où il arriverait un accident, par exemple, un face-à-face, fait un flat, les constats à l'amiable, si jamais il y a un accident, la procédure, si quelqu'un fait une crise cardiaque. Mais ça, ces pages-là, si tu les épuises, là, puis que tu arrives à plus rien être capable de faire, il faut que tu appelles au central. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la fin de ce cartable-là, la dernière page, c'est une page spéciale. C'est une page en pierre. C'est pour ça que le cartable est pesant comme ça. Une page en pierre sur laquelle est gravée, en lettres rouges, une formule. Une formule que les chauffeurs sont habilités à utiliser en dernier recours, quand toutes les autres pages n'ont pas été efficaces pour régler le problème. La formule de la chasse-galerie, qui leur permet de caler le yob quand ils veulent, ligne directe, toi c'est le 5 en 1, avec le yob. Ils sont réglés, ça marche. Le chauffeur est là, on va courir la galerie. Fait que là, il sort la page en pierre, veut qu'il récite la formule, le monde, hey, ça va faire, essaye de sortir de l'autobus, essaye encore d'appeler, il essaye de rouvrir les fenêtres, c'était jamais avec le frost, il n'y a rien à faire là-dessus. À un moment donné, là, commence à se coltailler avec le chauffeur. Lui, je suis pas sous, c'est pas vrai! Elle commence à se coltiner avec les gens. Là, à un moment donné, mon ami qui me conte cette histoire-là, qui est assis en avant, dit wow! On va faire, là, on se calme, là. Voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. On va la réciter, sa maudite formule. Après ça, on va avoir la paix, on va être tranquille. Bon, calmez-vous, rassoyez-vous. Bon. Connaissez-vous la formule? Chasse-galerie? Ah, il y en a qui voient où est-ce que je vais en venir, là, tranquillement, pas vite. En fait, la formule de la chasse-galerie, ça, c'est très sérieux. Ça a été étudié dans de grandes universités un peu partout dans le monde. L'Université du Wisconsin aux États, l'Université de Stoneham, effectivement. Puis, la formule de la chasse-galerie, les scientifiques, en faisant des tests, en sont venus à la conclusion qu'une personne de corpulence moyenne, comme moi, qui récite la chasse-galerie, c'est capable de lifter à peu près 75 livres dans les airs. Grosso modo. Fait que plus tu es pesant, plus tu liftes gros. Un autobus, c'est pas mal plus que 75 livres. Ça fait que ça prend pas mal de monde pour être capable de la faire flotter au complet. Comprenez? Hein? Du café en haut, si vous en voulez. Je vais avoir besoin de vous autres pour faire élever cet autobus-là, comme de raison. Ça fait que ça va être sur le même principe qu'une chanson à répondre, mais c'est une formule à répondre. Je vais commencer que par vous la dicter. Ensuite de ça, on va y aller dans le répétage. Ça vous va? D'accord. Alors, on y va pour la première. Moi, je vais vous la dire, puis après ça, je vais embarquer avec vous autres. Faites pas le saut. Acabri, acabra, acabram. Cric, crac, croc. Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes si, d'ici à 6 heures à soir, nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras là où nous voulons aller, et par-delà, you saches que nous venons. Acabri, acabra, acabram, cric, crac, croc, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Pas trop compliqué? Ça passe bien pour un dimanche après-midi, 2 heures. Ça sent dur. Alors, on y va tout le monde ensemble. Vous êtes prêts? Merveilleux. Acabri, acabra, acabram. Cric, crac, croc. Satan, roi des enfers. Nous te promettons de te livrer nos âmes. Si d'ici à 6 heures à soir, nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre.
Le bon Dieu. Et si nous touchons une croix dans le voyage? À cette condition. Tu nous transporteras là où nous voulons aller. Par-delà Youssas que nous venons. À Cabri, à Cabra, à Cabram. Cric, crac, croc. Fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Il y en a qui ne l'assument pas partout en ce moment. Je compte cette histoire-là. À un moment donné, puis dans le public, il y avait une religieuse, une bonne sœur. Elle n'a pas apprécié son expérience. Elle a sacré son camp. On ne l'a pas vu de la veille. Ben écoutez, comme de raison, le monde a passé exactement la même affaire que vous autres. Le chauffeur, c'est un fou. Fait qu'il est allé se rasseoir dans son banc. Lui, il était bien tranquille, le petit filet de bave sur le coin de la bouche ici. Puis les gens se sont dit, ben là, il s'est calmé, fait qu'on se rassoit. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose que les gens ne s'attendaient pas à ce qui se passe. Il a commencé à avoir une odeur, toi, dans l'autobus. Comme si toutes les ceux qui avaient une soute s'étaient mis à... en même temps. Il y avait de l'énergie dans l'autobus, mais pas n'importe quelle sorte de senteur. Ça sentait le souffle un peu, toi, mélangé avec la gasoline, l'espèce de vieux fond de bois, de foyer. Ça sentait le yard, c'était le cas de le dire, hein, comme de raison. Puis les gens ont commencé à entendre un grincement, comme si tu avais une paire de griffes démoniaques qui s'était mis à racler la tôle d'un bord à l'autre de l'autobus. Fait que les gens, voyons donc de quoi c'est qui est en train de se passer là. Le vent de la tempête en dehors, je sais pas si c'est ça qui s'est mis à venter plus fort. L'autobus s'est mis à branler d'un bord à l'autre, comme s'il était pas trop sûr s'il prenait à gauche ou à droite. Les gens, ça se garoche dans les windows, ça gratte le frost pour voir d'un bord à l'autre de quoi c'est qui se passe dehors. L'autobus qui est en train de s'élever au-dessus de la file de chars sur le boulevard Laurentien, il voit les flammes qui commencent à sortir d'en dessous des routes, ouais. Ça monte, les étincelles qui viennent pétiller d'un châssis. La boule de flamme monte jusqu'à recouvrir l'autobus, un kinder surprise de feu qui enveloppe l'autobus. Le chauffeur, lui, gros jambon, les yeux revirés dans le blanc, la bave sur le bord de la bouche, met le pied dans le gaz, part un fin épouvante dans le ciel de Québec. Dans tempête, janvier 2008. TVA, Radio-Canada. Il était là, eux autres, ils le savent, plus que moi. Oui, Google, c'est ça. Ça fait qu'il part, toi, puis le chauffeur, il avait beau être chaud, gros jambon, mais il se rappelait quand même de sa job. Porter le monde du point A au point B. Ça fait qu'il part. Sainte-Foy-Sillery, Cap-Rouge, Limoilou, Stoneham, Lac-Saint-Charles, Charlebourg, Vanier, il est fait tout. Il était tellement chaud, à un moment donné, il se donnait des swings dans le volant, il sacrait à part de ça, s'il y a une affaire que le yard ne veut pas entendre, c'est bien des sacs. L'autobus te prenait des embardés, toi, ça te faisait des tonneaux dans le ciel de Québec, une vrille de feu. Puis ben, les gens débarquent, puis c'était pas bien compliqué, mettaient le gaz, l'autobus descendait à peu près un pied du sol, rouvrait la porte, la personne sortait, remettait le gaz, porte dans le ciel, bonsoir, la visite est partie. Puis ben, à un moment donné, il a fallu qu'il reste bien juste une personne dans l'autobus. Mon ami qui m'a conté cette histoire-là. Fait qu'il arrive au rôle chauffeur. Il dit, bon, moi, je m'en vais à Limoilou. Gros jambon, il y avait des spasmes dans son pli de manteau. Il n'y avait pas de l'air à filer bien. Pam! Le front sur le volant, raide endormi, sous-mort, le klaxon qui part insolite dans la nuit de Québec. Nuit de tempête. Hey, c'est que là, l'autobus est en train de perdre l'altitude, toi? Je veux dire, mon ami, il avait à peu près ma frame. Je veux dire, tu te bardasses pas un gars de 400 livres de même. Il n'était pas capable de le tasser dessus le volant pour reprendre le contrôle de l'autobus. Il voit l'autobus qui commence à dériver tranquillement, pas vite dans le ciel de Québec, perdre l'altitude, se mettre à canter sur le côté. Au travers les vitres, il voit gros cap de glace blanc, l'île d'Orléans, la chute Montmorency, c'est éclairé en blanc, ça, l'hiver. Il voit la chute en blanc, le chauffeur... Ça redonne un swing sur le volant, toi, part de l'autre sens. Puis juste avant de perdre connaissance, il voit les lueurs du pont de l'île d'Orléans. Il se promène au travers les châssis, dans le frost, puis il n'est pas sûr. Et juste avant de partir d'un l'Inde, il croit voir, sur les berges glacées de l'île d'Orléans, un feu de joie, un feu de Saint-Jean, 26 janvier 2008, avec des petits enfants cornus,
Hein? Vous connaissez ça? Des petits enfants cornus qui se faisaient une ribambelle de Saint-Jean, de Baptiste, autour du feu. Parti. Quand ils se réveillent, fait clair dans le ciel, le matin, le soleil, beau soleil de 9h15 du matin. Il est dans le banc de neige, la tuque, renfouignée dans ça d'épais de neige. Tabarouette, c'est moi qui en ai viré une puis que je m'en rappelle pas. Regarde alentour de... Un autobus, canté sur le côté dans le banc de neige. Pas une égratignure, pas une graphine, pas un châssis de brisé, pas un bout de peinture à relever à cause de la chaleur. Il se dit, hey, j'ai-tu volé ça, moi? Ah non, là, ça se fait pas. Il commence à fouiller aux alentours, voir s'il verrait pas quelque chose. Il se promène. Oh, une botte. Un manteau. Bon, moi, je n'étais pas tout seul, j'ai encore un demi. Il arrive sur les berges, c'était la basse marée, la basse matinée. Il y avait du varech, ça sentait le diable. Et il voit sur les berges du fleuve les restants d'un feu, carbonisé, une coupe de caisses de bière vide à côté. Puis il y a quelque chose qui luisait dans les tas de bûches calcinées, ça fait qu'il se ramasse une branche pour bardasser un peu les bûches. Puis dans le milieu du feu, il trouve un flasque roussi, noirci, qui avait l'allure un peu d'une canisse de lave-glace, et vidé. Il y a des tillabes qui s'étaient fait un méchoui de jambon au rhum. Il avait fêté solide. Puis vous êtes libre de ne pas croire à l'histoire que je viens de vous conter là. C'est dans votre droit. Moi, je te dis, va voir sur Radio-Canada, c'est écrit dessus. Moi, ce que je peux te dire, par exemple, ici cet après-midi, le Yard est mort en 1960. On s'entend là-dessus. Il a reçu le frère Untel sur la tête et il s'en est pas relevé. Le Yard est mort. Mais les enfers chauffent toujours. Plus particulièrement aujourd'hui, en 2014. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Les gens n'en parlent pas, mais ça se passe pareil. Moi, je vous dis que le Yard, il y a une descendance. Il y a eu des enfants. Il y a une fille. Je sais que j'ai étudié avec elle à l'université de Stoneham. La fille est pire que le père, elle s'appelle Lucifer. Merci. Merci, Mario. Merci, bien.